Est-ce que vous m'entendez, monsieur Le Bihan? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Bonjour. Alors attendez juste, je change le titre du live pour prévenir tout le monde que l'interview va commencer. Pas de souci. Alors, hop là. Je vous remercie infiniment pour votre présence. C'était très important pour nous de vous accueillir pour échanger avec vous sur Médecins du Monde, en fait, parce que c'est l'objectif de cette initiative qui a été lancée par Loisirs Numériques, donc en lien avec Médecins du Monde. Donc, je rappelle un peu, l'objectif donc de cette association qui est Loisirs Numériques, c'est de soulever des fonds au travers de Streamers pour Mayotte pour justement faire en sorte de soutenir l'action de Médecins du Monde à Mayotte pour permettre l'accès à un système sanitaire de sécurité, un système de santé à tous sur l'île. Voilà. Donc, je précise bien, c'est pour toute la population sur place. C'est maoré, non maoré. Voilà, c'est toutes les personnes qui ont besoin de cette aide sanitaire. Voilà. Très bien. Est-ce que je voulais vous présenter, Monsieur Le Bihan. Est-ce que vous pouvez nous présenter qui vous êtes, depuis combien de temps vous êtes chez Médecins du Monde et un peu votre rôle au sein de l'association? Tout à fait. Donc, je m'appelle Yannick Le Bihan. Donc, alors, j'ai un parcours assez long avec Médecins du Monde. Il a commencé en 92, plus sur la dimension internationale au tout début, donc avec différentes missions, principalement en Afrique et puis en Europe de l'Est à ce moment-là. Ensuite, j'ai rejoint une autre organisation entre 2002 et 2014, donc toujours sur la dimension internationale. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu m'intéresser plus particulièrement à ce qui se passait en France. Et donc, j'ai réintégré Médecins du Monde, d'abord sur les projets en Île-de-France. Donc, on a différents projets en Île-de-France auprès des populations SDF, des populations migrantes et voilà, et des populations vivant dans les squats, par exemple. Et ensuite, donc, à partir de 2016, donc, j'ai été nommé directeur des opérations France. Donc, directeur des opérations France, c'est la gestion de l'ensemble des activités qu'on a sur la France. On est présent dans 14 régions en métropole, mais aussi en outre-mer et notamment en océan Indien, donc à Mayotte et à La Réunion. On est également présent en Guyane. Donc, c'est la gestion de. Donc, j'appuie hein, évidemment la gestion des équipes, alors, des équipes qui sont à la fois salariés et bénévoles, parce que bon, c'est important pour nous d'avoir cet équilibre entre professionnels à plein temps et des personnes qui s'investissent bénévolement sur les projets. Pour vous donner un ordre d'idée, on est présent sur une trentaine de sites à travers la France. C'est environ 1500 bénévoles et c'est 150 salariés. Donc c'est ça le volume d'activité, enfin le volume de ressources qu'on a pour mettre en œuvre les projets sur la France. Donc c'est les projets donc, à destination des populations les plus précarisées, les plus en difficulté, hein, bien évidemment, avec différentes types de populations, des populations migrantes, des populations françaises et également, hein, notamment en zone rurale, des populations usagères de drogue, des populations travailleuses ou travailleurs du sexe, et aussi sur des thématiques qui sont importantes là pour tout le monde, c'est aussi de travailler, de penser, enfin de faire évoluer le système de santé français pour l'ensemble des personnes qui vivent sur le territoire français. Il y a un enjeu vraiment d'accessibilité qui nous paraît important. Voilà en quelques mots ma fonction et ce qu'on fait sur le territoire en France. D'accord. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu l'histoire de Médecins du Monde à Mayotte? Depuis combien de temps est-ce que Médecins du Monde est présent sur le terrain à Mayotte? Et quelles sont, on va dire, les missions principales de Médecins du Monde à Mayotte? Tout à fait. Alors, Médecins du Monde est présent à Mayotte depuis 2007. Et donc, ça date un petit peu. Et en premier lieu, donc, on a eu toute une activité pendant plusieurs années, entre 2007 jusqu'à 2017. On gérait un centre pédiatrique donc, D'accord. à Mamoudzou, donc pour les enfants, et notamment pour les enfants issus voilà, en situation de migration, pour qu'ils n'avaient pas accès ou ils avaient un accès difficile, y compris en tant qu'enfant, aux soins. Donc il y a eu tout un travail qui a été fait, notamment avec aussi les autorités sanitaires, pour permettre l'accès aux soins de ces personnes. Ensuite, à partir de 2007, on a eu donc une fois que ça a abouti, on a eu un projet plus axé sur les bidonvilles, notamment le bidonville de Kawini, notamment pour faciliter l'accès à l'eau, même si on était
ne sommes pas des opérateurs de l'eau, mais on se doute bien que la question de la qualité de l'eau a un impact sur la santé, donc avec d'autres acteurs notamment, faire en sorte qu'il y ait un accès plus évident à l'eau pour limiter la propagation des maladies. Enfin, c'était une des activités, hein, mais en tout cas avoir accès à ces populations dans les bidonvilles. Et là maintenant, depuis 3 ans maintenant, on était, puisque c'était évidemment avant le cyclone qui a changé radicalement les choses, on était sur des actions de médiation en santé. Donc la notion de médiation en santé, c'est d'aller vers les personnes les plus éloignées du soin, pour D'accord. voilà, donc pour voir aussi leurs besoins en santé, leur expliquer les dispositifs, leurs droits et les possibilités qu'ils ont de se soigner, et déjà de prendre aussi soin d'eux-mêmes, et aussi en même temps aller vers les professionnels de santé pour expliquer les particularités des populations les plus pauvres, les plus précaires, peut-être les plus difficiles d'accès, pour que cette jonction se fasse. Donc on fait une sorte de lien entre les populations les plus en difficulté et les professionnels de santé. C'était l'activité qu'on menait jusqu'au cyclone le 14 décembre. D'accord. Oui, c'est vrai qu'hier, on a reçu un Maoré, donc habitant de Mamoudzou, qui nous expliquait qu'il y avait une vraie problématique de l'eau, notamment dans les bidonvilles, parce que ces bidonvilles sont construits généralement autour des cours d'eau, Oui. donc le long des cours d'eau, et que cette eau, forcément, n'était pas saine, parce que cette eau sert à la fois de moyens pour nettoyer, de moyens pour faire ses besoins, etc. Et qu'il y a une vraie pollution des eaux et que c'est une des problématiques principales au final au sein des bidonvilles, c'est l'accès à une eau saine et donc à empêcher la propagation de maladies notamment. Exactement. Il faut se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, et quand je dis pas si longtemps que ça date de août 2024, il y avait encore des cas de choléra à Mayotte. Donc, on est vraiment sur des réalités très concrètes. Qu'on parle de maladies liées à l'eau, c'est le choléra. Alors évidemment, normalement, c'est pas la forme la plus fréquente de maladie, mais tout simplement une diarrhée, même une diarrhée qui dure, peut avoir un effet létal sur les personnes. Donc, il y a un vrai enjeu d'accès à l'eau potable. Et ça concerne toute la population. Évidemment, les populations les plus pauvres ou qui ont moins accès à l'eau, évidemment, sont les premières qui subissent les effets de cette disponibilité insuffisante de l'eau. Mais à Mayotte en général, le dispositif le dispositif d'adduction à l'eau est insuffisant aussi pour la population dans son ensemble. Donc, avant même le cyclone, il y avait déjà des difficultés, il y avait des coupures d'eau très régulières sur les îles. D'accord. Et alors, vous nous expliquez un peu vos missions, vos différentes missions avant le cyclone de Chido. Le cyclone de Chido, comme on le sait, a tout bousculé. Quelles sont-elles aujourd'hui? Quelle est la priorité aujourd'hui pour Médecins du Monde à Mayotte? Alors, donc, on a transformé nos projets. Donc, on a renforcé l'équipe. D'autres équipes sont arrivées. On est encore en train de renforcer les équipes. Et on est dans des actions on va dire de clinique mobile. On est retourné dans les endroits où on intervenait. On intervient dans le nord de l'île, du côté de Longoni. C'est à quelques kilomètres de Mamoudzou. On intervenait notamment dans des zones précarisées et principalement dans des bidonvilles. Donc, de revenir sur ces lieux-là en clinique mobile. Donc avec infirmières et médecins pour déjà constater les besoins en santé de la population, intervenir directement si nécessaire pour les blessures ou les pathologies les moins graves, et de pouvoir référer les cas les plus graves vers l'hôpital de Mamoudzou ou des centres de santé environnants. Donc en fait, tout l'enjeu, c'est d'aller au contact des personnes, parce que naturellement, là, une partie des personnes ne veulent pas nécessairement aller vers les centres de santé, sont plus préoccupés par leur propre survie immédiate, parce qu'il y avait suite au cyclone, il y avait vraiment une problématique, on en a parlé d'accès à l'eau, mais aussi d'accès à la nourriture. Tout a été dévasté, d'accès aussi à l'information, puisque le système téléphonique, même si ça s'est rétabli, en tout cas partiellement depuis, était à un moment donné quasiment inexistant. Et on se doute bien, on peut même imaginer le parallèle en se disant, si un jour on se retrouve même une journée sans téléphone, ce que ça peut signifier Oui, bien sûr. en termes de perte d'informations par rapport à l'environnement. Ce qui est assez fou, c'est quand même qu'on en soit venu dans l'urgence, ne pas avoir les moyens, d'un point de vue de la souveraineté nationale, à agir, à devoir utiliser de Starlink.
parce que la France en elle-même, à ce moment-là, n'avait pas les moyens. Et c'est ça aussi qui est assez fou, c'est de se dire qu'on a aussi cette problématique de plus forcément dépendre que de soi-même C'est dans cette problématique. Ouais. tout à fait, c'est clair, ça qu'on il y a quelques années en arrière, certainement que les gens ont eu plus de postes de radio, mais la question se serait posée différemment. Là, bon, on a des postes radio, maintenant, plus personne n'en a quasiment, et tout passe par le smartphone. Donc, effectivement, quand il n'y a plus de connexion, ça pose des difficultés auxquelles on n'imagine pas lorsqu'on n'y est pas confronté. Oui, ça me fait penser à la séquence où on avait vu deux jeunes professeurs parler à la ministre d'État et de l'Éducation, Elisabeth Borne, qui expliquait que bon, c'est à 10 kilomètres, les gens ils sont même pas forcément au courant qu'il y a des collectes, qu'il y a des distributions, qu'il y a... Voilà, et c'est vrai que c'est un vrai problème, ce problème d'information. Et j'avais vu pareil des reportages où on comprenait et on expliquait que il y a des communes où personne n'était passé depuis le début du cyclone et qu'ils en étaient venus à utiliser les stocks de bouteilles d'eau qui restaient de l'épidémie du Covid. Alors ça, c'est quand même assez impressionnant quand on y pense de se dire que voilà, il y a des stocks de bouteilles d'eau du Covid. Le Covid, ça fait quand même 5 ans, quoi. Enfin, c'est... Oui, ça date un peu. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que cette difficulté d'information, bon, maintenant, ça s'est estompé, c'est amélioré. Mais en tout cas, dans les premières semaines suite au cyclone, ça a été vraiment un élément important. Les gens ne savaient pas. Alors, certains savaient, mais en tout cas pas partout. L'organisation des distributions d'eau ou de nourriture était peu connue d'une grande partie des habitants de Mayotte, quoi. Donc, ça ça a été un problème. Et aujourd'hui, au niveau de l'accès à l'eau, la nourriture et l'électricité, est-ce que vous sauriez un peu quantifier au niveau de l'île la proportion de personnes qui a accès ou plutôt de personnes qui n'a pas encore accès? Alors, ce serait difficile. En tout cas, ça s'est largement amélioré, donc il y a un accès qui se fait, mais on reste toujours sur les mêmes difficultés qu'avant, même si les gens ont accès, c'est souvent un accès limité, notamment pour les gens qui vivent en bidonville. Donc ça reste quand même très, très aléatoire pour le moment. On n'est pas revenu à la normale très, très clairement. Donc ça reste un souci et c'est très variable selon l'endroit où on se trouve, bien évidemment. Et parce que la personne qu'on a reçue mercredi nous expliquait qu'à Mamoudzou, l'eau courante est revenue au robinet, mais c'est pas une eau, c'est une eau polluée par exemple. C'est une eau qui n'est pas du Voilà. tout potable. Donc pareil, au niveau des petits commerçants, les petits cafés, les petits comme ça qui pouvaient pas reprendre leurs activités. Et alors, là, c'est une question, on va dire, plus pratique. Je sais pas si vous pourrez m'apprendre, je pense que si, mais euh, les gens qui font donc des dons pour Médecins du Monde, j'ai la question qui est revenue plusieurs fois. Oui. Qu'est-ce que ça représente d'un point de vue de l'utilité, un don de 10 euros, de 20 euros, de 100 euros? Qu'est-ce que sur place ça apporte? Ah bah, ça apporte parce que là, c'est surtout le cumul de ces différents dons. La plus modeste et de 10 à 100 euros, en fait, il y a une utilité évidente parce qu'on est dans la période d'urgence maintenant, mais il va falloir reconstruire aussi Mayotte. Donc, se projeter sur le temps, hein, sur le moyen et long terme. Et essayer aussi d'apprendre un peu des erreurs parce qu'effectivement, je pense que personne n'avait vu l'intensité du cyclone. Alors, j'espère que ça ne va pas se reproduire d'ici peu, mais il n'y avait pas cette culture aussi du risque qu'il peut avoir sur d'autres endroits. Et la reconstruction doit se faire aussi différemment de penser à ça et aussi de combler déjà des retards structurels qui existaient. On a parlé des dispositifs d'eau hein, qu'il faudra vraiment remettre au niveau du nombre d'habitants de l'île et au niveau de qualité souhaité. Ça correspond aussi même à quelque part à un sous-investissement chronique de l'île depuis des années, hein, De voilà, l'État, oui. de l'État. Hein, donc voilà, c'est un département français. Ça a été une volonté à la fois des habitants et de l'État français. Bon, maintenant, il faut pouvoir faire en sorte que ce département soit je dirais, au standard des autres départements français. Donc il y a un vrai enjeu d'investissement, d'investissement à tout niveau, mais notamment dans les infrastructures et notamment sur la dimension accès à l'eau qui est vraiment fondamentale. Là, d'un point de vue santé, pour nous, c'est vraiment important. C'est l'objectif premier, le retour à l'accès à l'eau pour Médecins du Monde sur place? Enfin, pour nous, c'est un déterminant important. D'accord. On n'est pas spécialiste de l'eau, donc on va Oui, pas. oui. Mais c'est clair qu'on demande effectivement. Il y a trois éléments qui ont un impact direct sur la santé. C'est l'eau, enfin l'eau potable, bien évidemment, et puis après l'eau aussi pour se laver, pour se nettoyer, pour avoir une hygiène minimale.
la nourriture en quantité et en qualité suffisante et un abri. Ça, ce sont les trois fondamentaux qui permettent aux personnes de pouvoir avoir déjà pour eux-mêmes d'être en capacité de se soigner, d'avoir une santé et d'avoir aussi une visibilité sur le futur. C'est ça aussi qui est important. C'est non seulement l'aspect physique, mais l'aspect mental. Lorsqu'on a ces trois éléments, alors ça répond, c'est pas à tous les besoins, mais en tout cas, c'est les besoins prioritaires. Ça permet aux personnes déjà de prendre soin d'elles-mêmes et de prendre soin des gens qui les entourent et de pouvoir se projeter. Donc pour nous, c'est fondamental ça. Et après, la dimension soin intervient, mais il faut qu'il y ait aussi ces fondamentaux. On ne pourra pas soigner une personne si elle n'a pas l'accès à l'eau, si elle n'a pas de nourriture, bien évidemment. Oui, bien sûr. Et alors, c'est vrai que là, vous aviez expliqué tout à l'heure que vous agissez énormément au niveau des bidonvilles parce que c'est les zones qui sont aussi les plus précaires. Et alors, il y a une question qui revient énormément dans le chat que je me dois de vous poser, c'est qu'est-ce que vous pensez actuellement est-ce qu'il y a un décalage, selon vous, entre le décompte officiel des décès et la réalité que vous percevez sur place? Parce que on sait qu'il y a eu des enterrements traditionnels qui n'ont pas été déclarés, qui donc sont pas forcément comptabilisés, etc. Mais quelle est la réalité sur place quand on est un médecin du monde et qu'on voit les bidonvilles qui ont été ravagés? Ouais. Alors, c'est vrai que on a été, enfin, nos équipes nous ont ramené, enfin, vous avez vu les photos comme nous, vraiment ces dégâts extraordinaires. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on ne constate pas, et on va aller un peu plus loin dans l'analyse de ces choses, mais aujourd'hui, effectivement, on n'a pas une information qui puisse nous dire qu'il y a eu une surmortalité comme on a pu l'imaginer à un moment donné. Donc ça, voilà, j'ai pas plus d'éléments D'accord. à ce stade, mais c'est vrai qu'on n'a pas d'autres. Certainement que je crois on est à une cinquantaine de morts. Il y en a eu sûrement plus, mais peut-être pas non plus des milliers comme on avait imaginé à un moment donné. Et aujourd'hui, on n'a pas d'éléments factuels pour pouvoir mesurer le nombre de personnes qui auraient été touchées directement et tuées par le Shido. Donc, voilà, et nous, avec d'autres, hein, on va essayer d'aller un peu plus loin, de mieux comprendre ces éléments pour voir, effectivement, essayer d'avoir un bilan un peu plus précis. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire le contraire non plus. D'accord. Oui, je vous posais la question parce que par-delà, évidemment, le débat sur les chiffres, il y a aussi le débat sur la propagation des maladies avec les corps qui se putréfient ou autres. Mm. Et c'est pour ça que c'est une question qui se posait énormément parce que voilà, le Mm. retour de maladies, c'est une des grosses craintes qu'il y a en ce moment. Donc C'est- voilà. c'est- Mais ça reste d'actualité parce Oui. que, indépendamment des corps, et a priori, tant mieux, il y en a moins qu'on l'avait pu le craindre à un moment donné. Mais les déchets sont là quand même. Et en plus, on est en saison quand même où il fait chaud sur place. Donc voilà, on n'est quand même pas à l'abri de problématiques de santé majeures. Alors, on me demande, est-ce que vous êtes allé sur place, vous, depuis Chido ou pas encore? Non, moi je connais Mayotte, hein, j'y suis allé à plusieurs reprises avant. Donc ce sont des équipes qui y sont. On a des contacts quotidiens avec ces équipes, donc qui nous ramènent ces informations-là. Mais moi, je ne suis pas allé depuis le cyclone, mais j'irai très prochainement. D'accord. Et alors, votre équipe sur place, actuellement, alors vous m'avez dit tout à l'heure qu'elle était en train de continuer à s'agrandir continuellement. Médecins du Monde à Mayotte, c'est combien de personnes, de bénévoles ou de salariés sur place? Alors là, l'équipe à terme de bénévoles, on a 80 bénévoles en tout, mais on va dire 23 plus actifs tous les jours, et ce sera environ une dizaine, une huitaine de salariés à terme. Voilà, D'accord. Ah, entre 8 et 10, ça va dépendre. Il y a aussi les gens qui étaient présents avant, donc à qui on va proposer de prendre un break, puisque là, ils ont été sur le front, j'allais dire, depuis le début. Donc, on va être une dizaine de salariés environ. d'accord. Alors, j'ai une question qui est posée sur le travail avec les autres ONG. Oui. Comment Médecins du Monde travaille-t-elle avec d'autres ONG? Une amie travaille pour une ONG qui m'expliquait qui expliquait que son ONG ne pouvait pas faire tout ce qu'elle souhaitait faute de compétences et le faisait donc en collaboration avec d'autres. Est-ce que vous, sur Mayotte, du coup, vous collaborez avec d'autres ONG faute de compétences sur certains domaines? Alors, faute de compétences ou surtout en complémentarité, on a Oui. travaillé, par exemple, sur les missions mobiles
on a été notamment sur certaines d'entre elles avec Télécom sans frontières, D'accord. notamment pour rétablir, pour faciliter la communication des personnes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en dehors de notre activité habituelle, mais on en voyait bien l'intérêt pour les personnes, donc d'établir, de pouvoir permettre cette connexion plus simple. On était également en lien avec le Secours catholique qui connaissait, donc ils connaissaient mieux la zone que nous, donc ils ont pu aussi nous aider à aller vers les populations les plus précaires. Donc voilà. Donc à chaque fois, on essaie et on tient compte du tissu associatif local pour trouver ce qu'on appelle en fait des coalitions de causes communes. Donc, nous, on a des capacités en santé, mais d'autres ont des capacités qui sont complémentaires. Quand on parle de l'eau, on a aussi beaucoup travaillé avec Solidarité Internationale, qui est une ONG qui travaille sur l'eau et qui était très complémentaire de nos actions. Donc, oui, pour nous, on est bien conscient que seul, on ne peut pas grand-chose. Et il y a un enjeu vraiment de complémentarité des acteurs, acteurs associatifs, parfois aussi avec les acteurs de l'État. On travaille aussi en lien avec l'Agence régionale de santé pour avoir une cohérence dans l'action. D'accord. Alors, j'ai une question un peu plus technique qui m'est posée, on va dire, sur la culture du risque de la France et sa doctrine de mutualisation. C'est vrai que voilà, en France, il y a beaucoup cette logique de vouloir mutualiser un peu tout ce qui touche dans tous les domaines, de vouloir mutualiser. Et là, on va dire que dans le cas de Mayotte, qui est un territoire très isolé, c'est que ça a été compliqué au début, en tout cas, de mutualiser les moyens avec la réunion, le temps de la réaction, le temps, voilà. Est-ce qu'il faut pas revoir? C'est plus une politique d'État évidemment, hein, mais revoir cette logique sur place parce que par exemple, voilà, d'un point de vue sanitaire, est-ce qu'on s'en sort à toujours essayer de mutualiser dans l'urgence avec du retard, avec la Réunion qui est par exemple qui pas à côté, la métropole qui est très loin aussi. Comment on fait pour un territoire aussi isolé Ah bah, c'est très clair, il faudra quand même tenir compte de ce qui s'est passé pour euh, développer des capacités de résilience de l'île elle-même, à tout niveau. Notamment en espérant que ce type de catastrophe n'arrive pas évidemment demain, mais il y aura certainement d'autres problématiques. Donc ça passe pour des investissements sur les infrastructures, on en a parlé, hein, notamment la question de l'eau potable, donc ça c'est fondamental. Peut-être aussi travailler avec les acteurs de l'État, mais aussi les associations et la population elle-même sur la question de la culture du risque, justement, qui peut être divers, pour anticiper des situations qui peuvent être compliquées, parce qu'effectivement, Mayotte est éloignée de la capitale, éloignée de la métropole, c'est 8000 km. C'est éloigné de La Réunion, il faut 2 heures d'avion minimum pour y aller. Donc, il y a certainement une pensée à avoir sur comment développer ou améliorer il y a des capacités locales, hein, mais les améliorer à la fois dans cette culture du risque et plutôt développer aussi une certaine forme de résilience par rapport à des situations qui pourraient arriver dans le futur. D'accord. Et alors, j'ai encore quelques questions évidemment. Je sais pas, je vous laisse un peu vers midi, un petit peu après, si vous avez 5 minutes de plus peut-être. Non, Je ne non, sais. il y a pas de souci. Ouais. D'accord. Parfait. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Alors ça relève plus c'est peut-être un peu polémique comme sujet, mais qu'est-ce que vous pensez? C'est un sujet qui est beaucoup évoqué dans le cadre de la collecte des dons, que par rapport au fait que voilà les fonds pour Mayotte au niveau de la collecte, il y a eu cette comparaison qui a été faite par le Premier ministre avec Notre-Dame. Vous, en tant qu'humanitaire sur place ou à coordonner depuis la métropole aussi. Comment vous prenez ces comparaisons avec Notre-Dame ou autre parce que c'est vrai que ça peut choquer, et même ça a choqué cette comparaison entre un bâtiment où il n'y a pas eu, on va dire, de vie humaine impactée directement et Mayotte qui est un cyclone avec le cyclone de Chido. Ouais. Non, mais ça pose des questions. Après, effectivement, chacune des personnes donatrices aussi voit son intérêt quelque part. Donc, c'est aussi à nous, en tant qu'acteurs humanitaires, de rendre compte d'une situation pour faire en sorte que les gens comprennent les difficultés que rencontrent les personnes. Après, c'est vraiment un libre choix et ça, voilà, on peut le déplorer, mais c'est la vie. À nous d'être, alors, non seulement de pouvoir expliquer ce qui se passe, mais évidemment d'utiliser aussi correctement l'argent. Là, on a une vraie responsabilité, à la fois en amont et en aval,
de faire en sorte que l'argent qui est donné par les personnes, par les individus, soit utilisé au maximum dans les meilleures conditions possibles. D'accord. Parce que là, alors pour vous donner une idée, bon, on les a presque les amis d'ailleurs. Si vous souhaitez donner, vous pouvez continuer à donner. Vous avez le lien qui est disponible en épinglé. Là, on est actuellement à 27 813 € depuis vendredi, avec 27 800, 28 000 €. Allez, arrondissons à 28 000 parce que je suis persuadé qu'on va y arriver. Avec 28 000 €, qu'est-ce qu'on fait à Médecins du Monde? Ben, qu'est-ce qu'on fait? On peut acheter des médicaments, on en aura besoin. On peut acheter du matériel. On peut aussi de matériel médical, hein, j'entends. Enfin, donc, comme c'est des équipes mobiles, on a aussi besoin d'argent pour le fonctionnement des véhicules, essence, etc. Voilà, donc c'est tout le concret en termes d'achat. Il y a aussi, j'ai parlé de personnes salariées, ça contribue aussi au salaire de ces personnes. Voilà, donc c'est l'ensemble, ça permet de faire fonctionner une équipe au complet qui va au contact des populations, dans une dimension matérielle, pharmaceutique, et d'organisation, tout simplement, des actions mobiles sur le terrain. D'accord. Et par rapport à Médecins du Monde de manière générale aussi, Médecins du Monde, ça agit sur combien de théâtres d'opération dans le monde? C'est combien de bénévoles, combien de salariés? C'est quoi les chiffres globaux de Médecins du Monde? Oui, effectivement. Alors, il y a en fait, Médecins du Monde est à la base, enfin, une organisation qui intervenait sur l'international. Donc, on est présent aujourd'hui dans une trentaine de pays. On est présent donc en France, comme je l'ai dit, sur 14 délégués, enfin sur 14 régions en France. Donc, en termes de volume de personnes, c'est environ sur l'international, je crois que c'est plus de 120 expatriés et environ 1500 à 2000 personnels nationaux. Sur la France, c'est, je l'avais dit, donc 150 salariés et 1500 bénévoles. Donc, ça fait une communauté d'acteurs agissant d'environ 4000 à 4500 personnes, auxquels il faudrait rajouter aussi les donateurs. On a 300 000 personnes, donateurs, donatrices, qui nous soutiennent de façon très régulière. Donc, ils font partie aussi de la communauté Médecins du Monde. Et alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, il me semble que si on cumule l'ensemble des populations aidées, internationales et France, ça fait de l'environ de 14 millions de personnes qui ont bénéficié du soutien de l'association en 2023. C'est en 2023. Voilà, c'est pour donner voilà, si on parle de chiffres, c'est ça. Donc, mais ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une logique. Et il y a aussi d'autres Médecins du Monde, il y a Médecins du Monde France, mais aussi il y a 16 autres délégations internationales de Médecins du Monde au Japon, aux États-Unis et en Europe par ailleurs, qui développent aussi leurs propres activités. D'accord. Et alors, du coup, on va pas tarder à arriver sur la fin de cette interview. Si vous deviez convaincre des personnes de donner à Médecins du Monde, notamment pour Mayotte, donc dans le cadre de cette initiative, qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre de l'utilité et de la bonne utilisation de ces dons sur place? Déjà qu'on remercie les personnes, donatrices ou pas, mais en tout cas qui se sont intéressées au sujet de Mayotte, il y a un vrai enjeu, c'est un territoire oublié complètement. Il y en a beaucoup en France, mais celui-là, je pense, les particulièrement, qui a été en partie délaissé par l'État français, hein, même depuis qu'il y a des départements. Enfin, il y a eu des investissements, mais qui ne sont certainement pas à la hauteur de ce qui aurait dû se faire. Et que les dons présents et à venir vont, j'espère, permettre de pouvoir offrir à la population mahoraise l'environnement en termes de santé, pour ce qui nous intéresse, qui leur est dû, quelque part. Donc, pour moi, c'est ça. On sera, nous, Médecins du Monde, et avec d'autres, hein, et ça, j'insiste sur ce point-là, sur le fait que on n'agira pas seul, on agira avec d'autres structures, associatives ou non, pour participer à cette reconstruction des deux îles, puisqu'on parle de deux îles à Mayotte. D'accord. Mais écoutez, je vous remercie, Monsieur Le Bihan, et je pense que au nom de toutes les personnes qui sont engagées dans cet événement, je rappelle qu'on est plus d'une cinquantaine de personnes à être présentes sur la plateforme Twitch à streamer. Il y a l'association Loisirs Numériques, il y a les centaines de donateurs, voilà, je pense qu'au nom de tout le monde,
je peux dire qu'on vous remercie infiniment pour le travail que vous faites sur place et surtout qu'on vous souhaite bon courage pour les actions à venir parce que sur place, vous allez en avoir énormément besoin et vraiment, voilà, merci beaucoup pour le travail que vous réalisez sur place avec vos équipes parce que c'est quelque chose qui est essentiel et si on est là, c'est aussi pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Ben, merci beaucoup et merci à vous pour votre soutien, parce qu'il est, il est vraiment nécessaire et surtout l'intérêt que vous avez pour nos actions et sur les difficultés aussi que connaît Mayotte. Donc, on vous remercie pour ça également. Merci pour votre disponibilité, je vous souhaite une bonne journée. Merci. À Au bientôt, au revoir. revoir.